Nous avons déjà dépassé notre limite du temps un petit peu pour le premier sujet, donc nous allons aborder maintenant le deuxième qui est celui de la mobilité et de la logistique. Là aussi, pour introduire ce pitch, je vous rappelle les mots-clés. Donc la mobilité des personnes, que ce soit en déplacement privé ou en trajet pour aller au travail, leur trajet en mission. Et la distribution de marchandises connaît une croissance exponentielle, la pression démographique inclue, avec plus d'1 million en 2060. Alors en grande partie, elle est basée évidemment sur la voiture individuelle et les camions. La technologie est basée majoritairement sur le moteur à explosion et la filière pétrole subventionnée. L'or, le pétrole, ce sont donc les énergies fossiles, donc besoin de réduire ces émissions en CO2. Le trafic et les inefficiences, le besoin de mobilité alternative et changement de comportement, et les alternatives possibles et les technologies disruptives comme l'électrique, l'hybride. Mais est-ce que la filière énergétique est adaptée aux sources et aux infrastructures? C'est ce qu'on va découvrir maintenant dans cette table ronde concernant donc la mobilité et la logistique. Et la première question va à Dominique Roger, qui lui aussi est détenteur du label EASER. Alors, comment les entreprises peuvent contribuer, Dominique Roger, à atteindre justement ces objectifs? Il faut peut-être d'abord repositionner l'automobile par rapport justement à l'évolution de l'efficience énergétique. Je crois que le transport routier est souvent visé, que l'automobile est souvent visé, et néanmoins, et je pense qu'il y a des gens qui sont concernés par ce sujet dans cette salle, on sous-estime un peu, ou on évalue mal en tout cas, tous les efforts qui ont été faits par l'industrie automobile pour aujourd'hui nous offrir des voitures qui ont sans cesse plus d'équipements de confort, sans cesse plus d'équipements de sécurité, qui sont toujours plus performantes et qui finalement consomment nettement moins que dans le passé. Ça, je crois que ça doit quand même être souligné. Maintenant, c'est un petit peu passé sous silence par rapport à différents événements que l'on a connus ces derniers temps, et notamment ceux qui sont liés notamment au non-respect de certaines normes qui ont été fixées pour effectivement homologuer les véhicules. Le défaut vient peut-être aussi du fait que tout est centré sur le CO2. Le CO2, on sait que c'est le gaz à effet de serre, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. Ça reste néanmoins un gaz qui n'est pas polluant, qui n'est pas nocif, sauf dans son effet de serre. Et par contre, on parle assez peu des oxydes d'azote, des NOx, etc., qui sont des éléments polluants beaucoup plus nocifs. Et finalement, on voit que tout le dispositif qui est mis en place dans les États pour justement guider la fiscalité, etc., reste fort centré sur le CO2, et avec ce défaut que ce CO2, justement, ne représente pas l'entièreté de la pollution que peut amener le transport routier. Ceci étant dit, je crois qu'il y a eu beaucoup d'initiatives du côté des constructeurs automobiles, comme on le dit, et les conséquences sont claires. Maintenant, du côté des acteurs de la mobilité comme nous, par exemple, actifs dans le leasing opérationnel, mais de plus en plus dans la mobilité, puisqu'effectivement, nous avons compris que demain, notre business model va évoluer d'un provider de leasing vers un provider de mobilité. Maintenant, le positionner dans le temps, c'est très difficile. C'est un petit peu de nouveau la même chose que dans la l'industrie automobile. Il faut se résoudre à investir sans retour sur investissement dans des solutions nouvelles qui ne sont pas porteuses de revenus, qui ne sont pas véritablement porteuses de résultats, mais qui doivent être mises en place aujourd'hui pour contribuer à l'avenir à une mobilité plus éco-responsable. Je fais allusion de nouveau à l'automobile, le parallèle avec l'énergie électrique ou les efforts qui sont faits pour produire des véhicules hybrides ou des véhicules plug-in hybrides, qui effectivement sont des nouvelles technologies, qui sont très coûteuses à la production, qui sont malheureusement parfois encore mal utilisées par les conducteurs. Mais ça, c'est un autre sujet qui relève plus du change management et du comportement. Et de même, chez nous, effectivement, il y a des acteurs, pas tous, et on le regrette un petit peu, parce que c'est quand tous les acteurs vont commencer à proposer des nouvelles solutions que le marché va s'intéresser à ces solutions. Mais il y a effectivement des acteurs qui, comme nous, proposent des nouvelles solutions, toujours centrées sur le package que nous offrons habituellement de leasing, mais pas que. Donc nous, dès 2009, et d'ailleurs en collaboration avec Mike Climate, à l'époque, on offrait déjà une solution qui s'appelait Bluefleet, qui s'appelle toujours Bluefleet d'ailleurs, et qui porte à la fois sur éviter les émissions CO2, donc le meilleur kilomètre, c'est celui qu'on ne fait pas, et le meilleur objet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et ensuite, sur la réduction des émissions de CO2, parce qu'on ne peut pas toujours les éviter, et finalement, sur la compensation, où on avait mis en place
un système tripartite avec le client, nous-mêmes et MyClimate pour justement réaliser cet effort en matière d'empreinte carbone. Effectivement, les leviers sont beaucoup plus conséquents qu'ici. Et partant du principe qu'ici, il y a une fraction résiduelle qu'on ne sait pas éviter et donc de la traiter via la compensation carbone. Nous proposons cette approche-là déjà depuis 2009 et on a effectivement certaines réponses de la part de nos clients, quelques-uns qui sont très concernés, mais la plupart du temps, même après un effort d'évangélisation important, ça n'a pas d'effet. Ça n'a pas d'effet parce que, quelque part, c'est une petite dépense supplémentaire, même si nous contribuons en tant que société de leasing. Donc c'est un système 2 pour 1. Quand le client met 2 €, nous mettons 1 € et ça, c'est reversé au bénéfice de la compensation carbone. Mais ça ne mord pas. Ça ne mord pas parce que, en fait, ce qui marche le mieux, c'est soit les incitants clairs, il n'y a pas d'incitants sur cette formule-là, soit les contraintes fortes et il n'y a pas de contraintes non plus. Donc on doit plutôt capitaliser sur l'évolution, une prise de conscience qui reste quand même très relative, même si a priori on a l'impression que c'est une réalité. Concrètement, typiquement dans le cas du choix d'un véhicule ou du choix d'une compensation carbone, on voit bien que la prise de conscience n'est pas effective dans tous les cas. Et puis après, adopter des changements de comportement. Donc, ce type d'approche, je pense, a le mérite d'exister parce qu'on a quand même l'ambition, actuellement, on l'atteint à peu près de compenser 2000 tonnes de carbone par an, nous-mêmes et certains clients qui s'associent à nous dans cette démarche, ce qui n'est quand même pas négligeable. 2000 tonnes de carbone, 2000 tonnes de gaz, c'est la même chose que 2000 tonnes de pierre, c'est quand même quelque chose qui est tout à fait important. À côté de ça, il faut aussi travailler sur des produits qui sont peut-être un petit peu en marge, très en marge de ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui, mais nous l'avons fait très récemment, la semaine passée, pour ne pas le cacher, nous avons lancé du leasing sur des bicyclettes. Donc nous allons lancer 2 produits, Bike Lease d'un côté, qui est en fait un véhicule en leasing opérationnel et un vélo en leasing opérationnel, ou seulement un vélo en leasing opérationnel, et un produit Pull Bike, et c'est finalement celui-là qui recueille le plus grand succès maintenant, où en fait vous avez un rack qui peut en permanence contenir jusqu'à 6-8 vélos qui sont soit électriques, soit classiques, et qui est mis à disposition de l'entreprise, qui peut donc être un moyen de mobilité additionnel proposé au sein de l'entreprise. Donc, entre-temps, on a eu d'autres propositions, du contrat de leasing traditionnel qui est fixé sur un seul véhicule. Nous avons proposé un système multimodèle qui marche assez bien, je dois dire, et qui est en fait la possibilité d'avoir un véhicule dédié et l'accès à d'autres véhicules en fonction de vos besoins, en fonction peut-être de vos envies aussi, parce qu'il ne faut pas le négliger. Mais en tout cas, vous ne partez pas sur le plus gros véhicule qui va couvrir votre besoin qui arrive ou qui survient 10% du temps. Vous partez sur un véhicule qui correspond plus à vos besoins de 90% du temps, et vous pourrez prendre le véhicule qui vous convient mieux à un moment donné au travers de cette provision. Ce système a connu quand même un certain succès là où on ne l'attendait pas, c'est-à-dire qu'en fait, dans un premier temps, il a été utilisé par des gens qui voulaient choisir la propulsion électrique, parce qu'on connaît les limites d'autonomie de la propulsion électrique, et donc le fait de pouvoir, en plus que du véhicule électrique, qui est le véhicule de base du contrat, avoir accès à des véhicules thermiques en fonction de certains déplacements, ça sécurisait un petit peu le choix du véhicule électrique. On le sait, qui présente certaines limites encore aujourd'hui en matière d'autonomie. Donc voilà une autre initiative où là aussi on se sent un petit peu seul, le vélo, la compensation carbone, le leasing multimodèle. On le propose, effectivement, en général. Ce produit qui s'appelle LD Switch reçoit un très bon écho, très très bon écho, mais les gens regardent à gauche, est-ce que mon voisin fait ça? Ils regardent à droite, est-ce que mon voisin fait ça? Tout compte fait, c'est génial, mais je ne vais pas le faire. Donc, on connaît tous cette courbe avec les 12-15% d'early adopters, et je crois qu'on ne les atteindra que si, effectivement, on est plusieurs acteurs à proposer ce type de solution. Il y en a encore d'autres, mais je ne veux pas faire l'étalage complet. Ce que nous regrettons le plus aujourd'hui, c'est parfois d'être un petit peu seul dans cet investissement vers le futur. Mais vous parlez aussi ouvertement de solutions qui sont peut-être moins favorables à votre business, notamment au niveau de la mobilité, télétravail, vidéoconférence. Vous ne vous refermez pas à ça? On ne le referme absolument pas, parce que de toute façon, dans le programme d'une vie, il y a aujourd'hui encore impérativement besoin d'avoir un véhicule, et dans tous les cas, un véhicule thermique à un moment donné. Peut-être qu'on peut faire pas mal de choses avec un véhicule électrique,
mais sauf un cas très isolé, c'est très difficile de subvenir à tous ces besoins de mobilité, surtout à longue distance avec un véhicule électrique. Donc on conserve ce besoin du véhicule. Et donc même si quelque part on le rejette un petit peu, ce véhicule, on sait que c'est un moyen de transport qui est très néfaste évidemment pour la couche d'ozone, etc. Mais on n'a pas d'autre solution. Donc en tout cas, ce que nous voyons, nous, c'est une évolution d'un système qui est basé essentiellement sur deux piliers, donc bien sûr le véhicule, le transport routier et les transports en commun. Ici à Luxembourg, on sait que c'est jusqu'à aujourd'hui encore assez limité, vers un système qui va être beaucoup plus complexe, qu'on appelle nous le puzzle de la mobilité, où chacun va choisir en fonction du moment, en fonction de sa propre réalité, le moyen de transport qui va bien. Et ce puzzle, on essaye d'y amener pas mal de pièces, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. On pense que ça, c'est vraiment l'avenir vers lequel on va, mais dans un premier temps, le véhicule thermique, ou le véhicule, en tout cas automobile, restera dominant dans nos produits. Et demain, effectivement, en tant que provider de mobilité, on espère aussi avoir un transfert de revenus sur des solutions qui sont différentes du véhicule. Alors, côté des défis, vous dites aussi que la mobilité est affectée par un retard important en matière de décision et une terrible inertie qui se vérifie à plusieurs niveaux. Oui, c'est effectivement notre sentiment. Donc, en gros, on définit 5 zones. D'abord, la prise de conscience, que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est loin d'être avérée, mais très loin, malgré tous les efforts qui se font sur la communication, malgré les efforts de sensibilisation comme ce soir. La prise de conscience, c'est pas quelque chose de réel aujourd'hui. La capacité à faire évoluer les comportements. Donc, on parle beaucoup à notre époque de change management. Et tout le monde se dit individuellement très ouvert au changement, mais en réalité c'est juste l'inverse, on ne veut rien changer du tout, ça on le sait bien. Donc pour susciter ce changement de comportement, il faut soit s'appuyer sur la spontanéité des gens par rapport au changement, et ça le succès est très faible, soit sur des incitants, ou soit sur des contraintes. Donc alors on sait qu'il y a des panels possibles à la fois d'incitants et de contraintes qui doivent être activés. Troisième point, ce serait les infrastructures. On sait aussi que les infrastructures aujourd'hui pénalise considérablement la mobilité. Je crois qu'il y a un retard, il y a eu une inertie. On a à un moment donné peut-être pensé aussi qu'il fallait éviter de faire des routes pour qu'il y ait plus de véhicules, mais au final, il y a quand même beaucoup plus de véhicules, mais il n'y a toujours pas plus de routes, ou en tout cas, elles ne sont pas plus larges. Je sais que ce n'est pas très populaire, mais c'est quand même une réalité. Pour qui emprunte la route tous les jours, pour les 160 ou 170 000 frontaliers qui rentrent tous les jours à Luxembourg, croyez-moi, c'est une vraie réalité. Et ça, c'est source aussi de pollution, parce que quand le trafic est fluide, il y a beaucoup moins d'émissions de CO2 que quand le trafic est tout le temps interrompu ou qu'on doit faire face à des engorgements comme ceux qu'on connaît. Et ça, je profite de l'occasion aussi pour introduire un autre élément qui a été évoqué tout à l'heure, c'est le bien-être. Il n'y a pas que l'économie et l'écologie, il y a aussi le bien-être. Et quelque part, on voit aussi que quand le trafic n'est pas fluide, alors là, on agit sur les trois. L'économie se paralyse, l'écologie en souffre énormément, et en plus, le bien-être des gens est extrêmement pénalisé. Quatrième point, c'est l'offre en matière de transport en commun. On n'a pas d'infrastructure, mais l'offre en matière de transport en commun, qui est relativement étroite, qui n'est pas toujours logique. Et je fais encore référence à ces flux transfrontaliers où on sait qu'on est loin d'avoir quelque chose d'harmonisé qui est vraiment adapté. Et je fais le parallèle avec les infrastructures, parce qu'effectivement, si demain, il n'y avait ne serait-ce que 5% de plus de trafic ferroviaire, par exemple, on ne sait pas où on mettrait les voitures dans les gares, parce que vous savez que le problème, c'est toujours le premier kilomètre et le dernier kilomètre. Entre les deux, on peut encore trouver des solutions, mais il faut quand même atteindre la gare, et il faut quand même atteindre son lieu de travail depuis la gare. Et donc l'offre en transport en commun doit évidemment évoluer considérablement. Et le dernier point, c'est l'offre de produits et de services, aussi large qu'elle peut être, émanant d'acteurs comme nous, mais aussi de bien d'autres acteurs sur le marché. Et j'ai introduit là-dedans également la notion d'offre et de service à l'intérieur de l'entreprise. Et là, je vous rejoins. Bien entendu, une entreprise se doit aussi d'offrir de la flexibilité quant aux horaires pour justement contribuer à une fluidité du trafic et au bien-être des gens. Aussi offrir des possibilités de home working, mais on sait aussi là qu'il y a des limites fiscales importantes. Donc là, on voit aussi le paradoxe. D'un côté, on voudrait que le trafic soit plus fluide et que les émissions de CO2 soient réduites, mais de l'autre côté, on met des contraintes fiscales fortes qui n'ont pas beaucoup de sens parce que derrière ça, finalement, il n'y a même pas d'enjeu financier. Mais enfin, elles sont là, donc il faut composer avec. Et donc, c'est clair que l'offre aux produits et services, ce sera effectivement, je pense, aussi un vecteur important dans l'avenir, parce qu'elle est beaucoup trop étroite aujourd'hui, et il faut que beaucoup d'acteurs qui sont proches ou moins proches de la mobilité investissent pour justement construire ce puzzle dans lequel les gens vont se retrouver demain en fonction de leur propre réalité. Alors justement, en parlant de bien-être, nous allons assister dans une demi-heure à une belle réception dehors. Nous allons boire un verre, donc pensant à 18h19 à tous ces
Pauvres gens qui sont pris dans les embouteillages juste à l'instant autour de la ville de Luxembourg. Alors prenons l'opinion d'un bureau d'études, André Lavandier. Il faut prendre en compte, bien sûr, ces infrastructures. Si vous parlez maintenant des voitures électriques, c'est quelque chose qui est en forte évolution. Déjà, je pense que politiquement, on a retenu de vouloir équiper le pays avec quelques 800 bornes d'alimentation électrique, si je suis bien renseigné. Donc, on voit que ça progresse. Il y a un grand intérêt, aussi bien chez les clients publics que les clients privés, tous les nouveaux projets. Donc, c'est vraiment un sujet. Est-ce qu'on met des bornes et quelle puissance? Donc il y a des petites puissances où les voitures ont besoin de plus de temps pour être alimentées. Il y a aussi des bornes avec une grande puissance qui donnent vraiment des infrastructures assez conséquentes pour charger une voiture puissante en très peu de temps. Moi, je peux aussi parler de notre propre expérience en tant que bureau d'études. Ça fait maintenant quelques 2 années où nous avons aussi une voiture électrique qui est très, très apprécié par nos collaborateurs et collaboratrices. Nous envisageons d'acheter une deuxième. Et la capacité l'autonomie de quelques 130, 140 km est parfaitement suffisante si vous ne faites pas de grands trajets. Donc c'est quelque chose qui est très, très intéressant. Et à mon avis, ça peut vraiment être un élément dans une politique de transport. Les voitures électriques hybrides, pour moi, c'est quelque chose qui peut être très, très intéressant, tenant compte aussi du fait qu'ils n'ont pas d'émissions en ville, là où l'histoire des poussières fines est un grand sujet actuellement, et là où effectivement une voiture électrique ou un véhicule électrique peut vraiment faire une contribution très, très positive. Alors l'âme de cette conférence est aussi un peu business meets politics, donc nous allons recueillir aussi maintenant le point de vue du gouvernement avec le docteur André Weidenhaupt qui s'occupe de la coordination générale et premier conseiller de gouvernement au département de l'environnement auprès du ministère du développement durable et des infrastructures. Bienvenue, on l'applaudit aussi d'être parmi nous ce soir. Alors une des solutions s'appelle mutualisation. Ce n'est pas la seule, mais c'est bien évidemment une des solutions, celle que moi-même j'ai utilisée en ayant quitté la Suisse fin des années 90. On avait à un moment donné vendu notre voiture parce qu'on ne l'utilisait que pour des sorties typologie bêtise, pour opter pour le système Mobility, donc un système qui était combiné à un abonnement au transport public et en même temps le partage de voitures. Mais je vais peut-être revenir à d'autres solutions qu'on apporte au niveau du gouvernement. Donc, bien évidemment, la mutualisation, donc le partage des moyens de transport pour arriver à un split modal qui soit plus conséquent pour le transport en public que pour le transport privé, mais en même temps également le développement des infrastructures. Donc les investissements en infrastructures publiques sont de plus en plus orientés vers le transport en public, pour ne pas vous dire le fonds du rail investit nettement plus que le fonds des routes. Donc même si M. Rouget, tout à l'heure, optait pour un petit peu plus d'investissement en infrastructure routière à ce niveau-là, pour surgir à ce qui a été dit par André Lavandier, le gouvernement va mettre en place 800 bornes de chargement pour les véhicules électriques. Il est évident que les véhicules électriques sont une réponse tant au changement climatique qu'à la pollution atmosphérique par les NOx, et également sont une source très conséquente de réduction des nuisances acoustiques. Au début de l'année, j'ai passé avec mon mari un séjour à Tokyo. Et dans cette grande ville, on s'est retrouvé dans un calme quasiment absolu parce que tout le monde circule en voiture électrique ou en véhicule hybride.
Et vous ne pouvez pas vous imaginer, j'étais à Tokyo il y a 10 ans, c'était suffisamment bruyant, mais maintenant c'est devenu très calme. Il y a beaucoup de trafic, mais c'est devenu très calme. Et donc, il y a plus, disons, il n'y a pas une seule solution qui est apportée. Last not least, il y aura une réforme fiscale l'année prochaine. Et elle fournira également des réponses aux demandes qui ont été lancées tout à l'heure. Elle fournira des réponses aux véhicules de leasing, qui représentent plus ou moins 50% des ventes de véhicules au Luxembourg, pour essayer de donner des attraits pour ceux qui optent pour une mobilité plus environnementale, plus saine, également pour le vélo, mais il y a également des apports d'abattements fiscaux pour les véhicules électriques que tout le monde peut se procurer. Et il y a également des éléments pour l'achat de vélos ou de pédélec. Ceci étant, je crois que une réponse pour le futur est un petit peu ce qui a été appelé tout à l'heure. Donc, une mobilité intelligente qui permet à ce qu'on utilise ce qui est le plus raisonnable d'utiliser, en quelque sorte, un partage de moyens de mobilité. C'est en quelque sorte le modèle vers lequel il faut évoluer, et c'est un petit peu ça que la politique va mettre en avant pour faire face aux défis de l'accord de Paris. Merci beaucoup, André Weidner.